Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Levée de rideau. Dans notre émission, nous explorons le théâtre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est le théâtre de marionnettes qui est mis à l'honneur. Les formes qu'il peut prendre, les différentes marionnettes qui existent et comment donner vie à ces marionnettes. Pour en parler avec nous, nous recevons Emmanuelle Ebel-Jost. Elle travaille sur l'univers de la marionnette et ses possibilités depuis 2004. Elle va nous aider à vous faire découvrir le théâtre de marionnettes. Emmanuelle, bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Manon est avec nous. Salut Manon. Bonjour. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors pour commencer, Manon, a priori comme ça, le thème de la marionnette, qu'est-ce que ça te raconte ? Moi, ça m'a toujours fait penser à Guignol. Parce que quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient souvent voir le théâtre de Guignol. Et c'était, j'ai même des petites marionnettes avec lesquelles je jouais souvent avec mon frère. Donc c'est vraiment le début de quand j'étais petite, en fait, les premières histoires qu'on a commencé à se raconter. Nous sommes allés demander à des enfants ce qu'est le théâtre de marionnettes pour eux et aussi s'ils connaissent ou non des marionnettes connues. On leur a aussi demandé s'ils ont déjà vu du théâtre de marionnettes. Alors le théâtre des marionnettes, c'est quand on met des marionnettes comme des doudous sur les mains et qu'on les fait parler et il y a quelque chose qui se passe. C'est une scène comme ça. C'est des chaussettes qui ont des yeux et qui parlent. Oui, c'est Jeff Panaclock. Ah bah j'en connais pas. J'ai déjà vu dans les films mais j'en connais pas. Non, mais c'est intéressant je pense. Oui, une fois, mais c'était mon petit frère qui le faisait. Emmanuelle, qu'est-ce que vous pensez des avis de nos enfants sur la marionnette ? C'est l'avis qu'on a tous. C'est la première image qui vient à tout le monde, soit Guignol, soit ces expériences de jeu qu'on peut avoir avec un objet intermédiaire et où on fabrique un personnage, mais on fabrique pas seulement imaginairement le personnage, on le fabrique physiquement, on lui donne corps. Animer une marionnette, c'est pas anodin de dire ça. Animer, étymologiquement, ça veut dire donner une âme. Et donc, c'est cette idée que, en tant qu'individu, je peux donner une âme à un objet, une matière, mon dos, ma main, ma chaussette, voilà. Et l'enfant est profondément animiste a priori. Cette idée que seuls les autres êtres humains ont une pensée, ont un libre arbitre, ont une capacité à se projeter dans le monde, c'est quelque chose qui leur est étranger. Pour eux, leur doudou pense bien, beaucoup, leur raconte des trucs. Pour eux, les objets peuvent bouger pendant la nuit. Voilà, pour eux, il peut se passer plein de choses. Et ça, après, on le perd un peu, mais on le perd jamais complètement. D'où vous vient votre passion pour l'art de la marionnette ? Alors, c'est aller au théâtre de marionnettes qui m'a passionnée pour le théâtre de marionnettes. C'est-à-dire, j'ai commencé à aller, et à Strasbourg, on a de la chance parce qu'on a un théâtre, un centre dramatique national qui est dédié aux arts de la marionnette, qui n'était pas encore tout à fait quand moi j'ai commencé à y aller, mais il était dirigé par un marionnettiste déjà, qui avait du coup beaucoup mis en place de théâtre de marionnettes à Strasbourg. Et en allant voir ces spectacles, moi qui étais à l'époque étudiante en art du spectacle, je me disais, mais c'est incroyable, ce qui se fabrique ici, c'est tout à fait unique. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et cette façon de raconter le monde, cette façon de proposer un regard sur les choses, de nous éclairer, de nous raconter, c'est quelque chose que je ne retrouve pas ailleurs et quelque chose, a priori, pourquoi les outils habituels d'analyse du spectacle n'étaient pas opérants. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à analyser de manière fine qu'est-ce qui est si spécifique aux arts de la marionnette. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier les arts de la marionnette en me disant, je vais essayer de trouver comment on fabrique des outils qui nous permettent de penser la marionnette, de comprendre ce qu'elle a à nous raconter, au-delà de ouais, c'est un truc sympa pour les enfants, au moins pendant 1 heure ils sont occupés, et puis ils nous emmènent pas trop, et puis voilà. Et c'était très drôle d'ailleurs d'aller au spectacle de marionnettes et de voir tous ces parents
venir avec leurs enfants et puis essayer de leur expliquer ce qu'ils étaient en train de voir. Parce que les parents, ils ont toujours peur que les enfants ne comprennent pas. Et donc, il leur dit, tu vois, là, c'est la maman, et puis elle prend son bébé, etc. Mais les enfants, ils n'avaient pas du tout besoin des sous-titres des parents. Et c'était peut-être pas du tout une maman, c'était peut-être un papa, c'était peut-être juste un autre grand, voilà, mais peu importe. Les parents avaient besoin de raconter, de sur-raconter. Et ce besoin-là, il est intéressant parce que c'est quand on comprend pas qu'on essaye d'en rajouter. Et voilà. Et du coup, il y a cette idée que souvent, il y a plein de choses qu'on comprend pas dans le théâtre de marionnettes et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant. Dans Lever de rideau, nous parlons du théâtre de marionnettes avec notre invité Emmanuel Ebel-Jost. Vous pourrez très certainement compléter les informations récoltées par Manon pour nous éclairer sur le thème du jour. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit historique de la marionnette. Il semblerait que ses origines se trouvent dans le sud-est asiatique, où l'on a retrouvé des vestiges datant d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Pour le terme marionnette tel que nous le connaissons, lui, il date plutôt du Moyen-Âge et dériverait d'un des nombreux diminutifs du prénom de Marie, Marie, honnête. Ce mot signifiant « petite Marie » aurait d'abord servi à désigner des représentations de la Vierge Marie. Donc au cours du Moyen-Âge, ces petites marionnettes accompagnaient souvent de chansons religieuses afin de pouvoir montrer par des gestes des chants religieux. Donc on a déjà une diffusion du savoir religieux par la marionnette elle-même et sa représentation. On comprend aussi à ce moment-là le caractère sacré et religieux que pouvait avoir la marionnette. Elle était souvent associée à un pouvoir magique. Pour le terme technique, pour ceux que ça intéresse, pour faire des recherches plus approfondies, on parle de thaumaturge, c'est-à-dire le fait d'accomplir un acte miraculeux, notamment dans le domaine de la création. Quand on passe ensuite au XVe siècle et XVIe siècle, la marionnette, en fait, elle s'éloigne progressivement de la religion et elle devient alors plus profane et elle intègre le caractère populaire et devient un amusement, un divertissement commun. Et sa popularité, elle est notamment due à l'interaction qu'elle génère avec le spectateur, puisque la marionnette s'intéresse directement au spectateur et l'amène à réfléchir. Mais dans son amusement et son divertissement, en fait, on retrouve une idée beaucoup plus politique qui se trouve en fait dans la critique de l'institution, la critique des pouvoirs mis en place, notamment celui qui est le plus connu, un des personnages qu'on connaît bien, c'est le Polichinelle, qui est très connu pour son caractère de cruauté et également ses vertus de menteur. À partir du XVIIIe siècle, les spectacles de marionnettes, il y a deux types de marionnettes qui commencent à s'affronter. C'est les marionnettes à tringles, qui sont les manipulations avec des marionnettes qui sont plus ou moins rigides, avec des fils placés au-dessus qui vont permettre de les bouger. Ou bien et qui s'affrontent en fait avec les marionnettes à gaines, qui elles constituent plutôt le fait de recouvrir un membre, sous le plus souvent sa main, pour les faire dialoguer. Et en fait, il y a un schisme qui s'opère entre ces deux types de marionnettes. Et la marionnette à tringles devient davantage quelque chose qui est rattaché au monde mondain. Et la marionnette, en fait, elle devient plus populaire, mais quelque chose de très... fait partie de la haute société. Et c'était assez courant à l'époque qu'il y ait des personnes de la haute société qui possèdent un petit mini-théâtre de marionnettes chez eux. Et au début du 19e siècle, alors là, ça change. La marionnette, elle retrouve sa place dans la société. Et en fait, sa place dans la société, elle la retrouve par la figure du célèbre Guignol. Et là, en fait, on retrouve cette interaction avec le spectateur. Et en fait, le Guignol, qui a été créé par Laurent Mourguet entre 1810 et 1830, on va être un peu large puisque les dates, apparemment, personne n'est vraiment d'accord dessus. Et en fait, les représentations qui étaient faites avec ce personnage de Guignol, ça prenait la forme ce qu'on appelle un canevas improvisé, qui servait de gazette locale à caractère comique, en fait, pour... à peu près chaque semaine, faire état des lieux de la société, de ce qui s'y passait. Et voilà. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Emmanuel, est-ce que vous avez des choses à ajouter, à préciser, ou quelque chose d'essentiel que Manon n'aurait pas dit sur la marionnette ? Ce qui est intéressant sur l'histoire de la marionnette, c'est qu'elle est peu documentée. C'est-à-dire que ça fait partie de tous ces arts qui aujourd'hui peuvent rentrer dans la grande catégorie qu'on appellerait art dits mineurs et qui en fait laissent peu de traces. C'est pas les grands arts avec des auteurs qui écrivent pour la marionnette, etc. C'est assez récent ça, qu'il y ait vraiment des auteurs qui écrivent pour la marionnette.
Et du coup, quand on cherche sur l'histoire de la marionnette, on est obligé de combler pas mal de trous. On va chercher à la fois dans les musées, parce que les archéologues, les historiens retrouvent des traces. Et donc, on a matériellement des marionnettes. On imagine ce à quoi ça pouvait servir. On imagine qu'il y avait un jeu, mais on n'est pas sûr. Est-ce que c'était juste des sculptures, statues animées, ou est-ce que c'était vraiment un jeu théâtral ? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et il y a d'ailleurs des histoires inventées sur la marionnette, plein, parce que comme on ne sait pas, on invente ce qui s'est passé. J'ai ramené d'ailleurs un livre qui réunit un peu tous les écrits sur les arts de la marionnette depuis l'Antiquité et à travers toutes les cultures, c'est-à-dire à la fois en Asie, ce qu'on a pu trouver comme témoignage en Afrique aujourd'hui, etc. Et en fait, c'est un tout petit bouquin. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche sur l'histoire de la marionnette, c'est pratique parce que du coup, en gros, on n'a pas beaucoup à lire. Alors que quand on fait des recherches sur le théâtre, sur l'histoire du théâtre, c'est beaucoup plus long. Par contre, si on veut vraiment savoir ce qui se passait dans la marionnette, là, il y a beaucoup de choses à lire parce qu'on va devoir trouver dans le théâtre de foire, on va devoir trouver dans tout ce qui ne laissait pas de traces. Et il y a des recherches qui montraient d'ailleurs qu'à un moment donné, on pense que c'était les dentistes qui faisaient de la marionnette. Ça, c'est assez drôle, c'est pour ça que je la raconte. Parce qu'en gros, il y avait un spectacle de marionnettes et puis on faisait ça dans les foires. À l'époque, les dentistes, c'était dans les foires, c'était pas des dentistes, c'était des arracheurs de dents. Et donc, on faisait un petit spectacle, on faisait rire les gens. Puis quand on rit et qu'on a une dent qui est pourrie, ça fait mal. Et du coup, les gens qui se tenaient la joue comme ça permettait aux arracheurs de dents de les repérer et puis de leur dire hey, « toi, t'as mal là, viens ici, hop, on t'arrache les dents. Ça va te faire du bien et tout. » Puis ça leur faisait mal au début, puis après, ça leur faisait du bien. Voilà. Et donc, c'était une façon de repérer les choses. On a aussi utilisé la marionnette dans le théâtre de foire pour contourner les règles du théâtre un peu académique, où à un moment donné, le théâtre, c'est un privilège et il n'y a que certains comédiens qui ont le droit de jouer et puis personne d'autre n'a le droit de faire du théâtre. Et du coup, on dit, OK, si c'est interdit pour un comédien de faire du théâtre, il n'y a aucun texte qui dit que la marionnette n'a pas le droit de faire du théâtre. Donc du coup, c'est l'acteur objet qui va interpréter le texte, mais on aura quand même le droit encore de faire du théâtre. Donc ça marche du feu de Dieu, et au bout d'un moment, ils disent... de l'autre côté, ils disent « Ah non, mais là, ils ont toujours plein de public. Là, nous, on aimerait que ce soit vraiment que pour nous. » Du coup, ils demandent « OK, c'est interdit d'utiliser des paroles de théâtre avec quel que soit, en fait, le support. » Et donc, en fait, on a commencé à avoir du théâtre à pancarte, où on avait les marionnettes qui jouaient, mais qui disaient rien. Et puis, il y avait les pancartes qui disaient... Voilà. Et puis, on a commencé à écrire des chansons. Et puis, c'était le public qui chantait les chansons du texte. Voilà. Et donc, on n'a pas arrêté de contourner la marionnette. Ça a été un formidable outil de subversion aussi et de contournement des règles à plein de moments. Et Pulcinella, dont on parlait tout à l'heure, c'est un subversif absolu. C'est-à-dire que c'est vraiment... que ce soit Pulcinella, Caragueuse, la plupart des personnages emblématiques de la marionnette sont des subversifs, mais qui sont hors de toute morale. Et le moment où ça revient, et Mourguet, c'est ça, et Guignol, c'est ça, c'est la version gentille de cette espèce de subversif horrible qui est Polichinelle, qui est quand même un anarchiste complètement en dehors de tout. Il tue la mort, il bat sa femme, il jette ses enfants par-dessus bord. Enfin, il n'a aucune morale à aucun moment. Et c'est ça qui est drôle. Et puis arrive Guignol, qui lui, en fait... il est puni par le gendarme, on apprend que c'est pas bien, c'est subversif, et que voilà. C'est le moment où ça redevient acceptable, c'est le moment où ça s'embourgeoise. Levée de rideau, dans notre émission qui vous fait découvrir les possibilités au théâtre, nous parlons aujourd'hui du théâtre de marionnettes avec notre invitée Emmanuelle Ebel-Jost. Elle a travaillé pendant 5 années comme enseignante-chercheur en art du spectacle à l'Université de Strasbourg. Passionnée par les arts de la marionnette, elle a travaillé dans le cadre de sa recherche, puis en tant que chargée de mission avec le TJP, le Théâtre Jeune Public de Strasbourg. À ce titre, elle a notamment collaboré à un projet de numérisation du patrimoine culturel pour le projet du Portail des arts de la marionnette. Le Portail des arts de la marionnette est un portail internet sur lequel vous pouvez trouver des informations sur les arts de la marionnette. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour.
Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi les a priori sur la marionnette qui sont durs à combattre et est-ce que c'est encore un théâtre qui plaît aujourd'hui? Alors, c'est un théâtre qui peut plaire énormément aujourd'hui. Après, oui, qui combat de lourds a priori. C'est-à-dire que globalement, si vous demandez autour de vous, est-ce que vous pourriez aller à un théâtre de marionnettes, on va dire oui, mais j'ai pas d'enfant, donc je vois pas pourquoi j'irais voir un spectacle de marionnettes. Et en fait, il y a beaucoup de spectacles de marionnettes, pas du tout pour les enfants. Même si c'est souvent possible d'emmener des enfants aussi, comme c'est aussi possible d'emmener les enfants au théâtre, hein, je le rappelle, parce que des fois on oublie que c'est une possibilité. Et voilà. Mais du coup, ce côté pour les enfants a pesé beaucoup sur le monde de la marionnette. Et à tel point que il y a eu tout un moment où les marionnettistes ont commencé à refuser le mot marionnette en se disant en fait ça nous fait trop de dommages, ça nous fait trop de mal, donc on arrête, on ne dit plus qu'on fait de la marionnette, on dit qu'on fait autre chose. Et on a eu plein de noms alternatifs pour la marionnette. Donc il y a eu théâtre d'objets, théâtre de formes animées, théâtre de marionnettes et des arts associés. Donc on a essayé de détourner un peu l'attention du mot marionnette ou de l'adoucir un peu pour passer outre les stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir sur cette forme d'art. Mais ça a été réapproprié beaucoup par les plasticiens à un moment donné qui se sont dit, mais en fait, la marionnette, c'est pour nous. C'est un matériau plastique, mais avec lequel on peut monter des spectacles, raconter des choses sur le temps long. Et du coup, il y a énormément de plasticiens qui ne se sont pas posé la question du théâtre du type mais qui seront mes spectateurs? Est-ce que ce sera des enfants qui se sont dit mais là, il y a un tel potentiel de création que j'y vais, je mets les mains dedans et je crée. Et donc, ils ont surmonté ce préjugé parce que je pense qu'ils ne savaient pas anticiper qu'il serait si fort. Voilà. Mais petit à petit, ils ont amené tellement de choses extraordinaires dans le théâtre de marionnettes qu'il y a commencé à avoir un public qui s'est développé et qui s'est intéressé à cette forme-là et qui crée une vraie communauté de spectateurs aujourd'hui qui a largement surmonté ces préjugés. Mais il y a encore du boulot. Donc il n'y a pas de sous-genre de théâtre de marionnettes, c'est les artistes, ils créent, ils montrent quelque chose et ils décident après à quel public c'est approprié? Ah, ça va dépendre des artistes. D'ailleurs, il y a des artistes qui vont choisir une technique de marionnette et faire toujours la même technique marionnettique. Et puis d'autres qui vont, en fonction de ce qu'ils ont à dire, sélectionner la technique en se disant, là, par exemple, choisir une marionnette à fil, ça amènera vraiment quelque chose dans le propos de l'ordre de la fragilité, du danger, du risque, etc. Ou là, choisir une marionnette à gaine, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, à fil à gaine, ça va amener une vitalité, une espèce de physicalité très forte. Voilà. Et donc, ils vont choisir ça en fonction de ce qu'ils ont à dire. D'autres vont se dire, non, mais en fait, moi, techniquement, ce que je trouve incroyable, c'est cette technique-là, elle m'apporte vraiment quelque chose parce qu'elle amène du burlesque, du ridicule, ou parce qu'elle ramène, au contraire, quelque chose de l'ordre du gracieux, ou j'en sais rien. Et ils vont choisir de construire, à partir de cette technique, leur propos artistique. Mais rarement, les artistes vont dire, je vais faire... Enfin, quoique... Non, c'est possible que des artistes se disent à un moment donné, maintenant je vais faire mon spectacle pour à partir de 3 ans. Ou là, je vais faire un spectacle, là j'ai vraiment envie de faire un spectacle pour adultes, parce que ce que j'ai à dire en ce moment, c'est pour adultes. Mais c'est toujours lié à qu'est-ce que j'ai à amener en ce moment, à qui j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et franchement, allez voir les spectacles pour les tout-petits, les spectacles pour les 18 mois, c'est génial pour les adultes. Enfin, il faut pas faire de ségrégation. Quand quelque chose est pensé pour quelqu'un qui a 18 mois, on a tous eu 18 mois un jour. Donc, a priori, c'est jusqu'à maintenant qu'on peut regarder. Voilà, c'est pas avant 18 mois. Ça veut pas dire qu'après, on n'a plus le droit d'y aller. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Est-ce que vous pourriez nous citer les principaux types de marionnettes? Il me semble qu'il existe aussi des marionnettes à taille adulte. Tout à fait. Alors là, en fait... Là, maintenant, tout est possible. D'accord. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du Royal de Luxe ou du théâtre La Machine à Nantes, et puis qui maintenant s'est installé à Toulouse, d'ailleurs, où ils ont été connus parce qu'ils ont fait ces marionnettes géantes qui faisaient la taille d'un immeuble.
Ah oui, quand même. Voilà, et donc on a le quartier des machines à Nantes où on a un éléphant, un géant, une petite géante, etc., qui doivent être manipulés, je ne sais pas, par une vingtaine de personnes, que le théâtre nommait la troupe des Lilliputiens. Parce que du coup, à côté des marionnettes, les manipulateurs, on aurait dit des Lilliputiens face à des géants. Et donc on peut faire ça. Le Bread and Puppet Théâtre, par exemple, dans les années 70, ils faisaient des spectacles où la marionnette, elle faisait la taille d'une montagne. C'est-à-dire qu'ils allaient au bout, donc ils mettaient les spectateurs au milieu d'un pré, puis il y avait une montagne au bout, et puis là, ils faisaient advenir une tête géante, et puis des draps géants, etc. Et puis on avait l'impression que c'était une marionnette, un personnage qui avait la taille de la montagne, et qui descendait du coup en courant. Alors ça prenait du temps, parce que le temps que les artistes ils courent d'en haut de la montagne jusque dans la prairie, voilà, il se passait du temps, mais ça faisait partie du spectacle. Donc on peut avoir ça, et puis on va voir des spectacles de marionnettes, par exemple de la taille d'une boîte d'allumettes, où on va avoir tout un spectacle, mais dans une boîte d'allumettes. Donc ça, c'est pour 1 ou 2 spectateurs, hein, parce que sinon, vous voyez pas grand-chose. Voilà, donc on va avoir, après, au niveau des techniques, il y a les techniques traditionnelles, qui sont liées aussi aux origines géographiques, puisqu'il y a eu des marionnettes partout. Il y a des marionnettes en Himalaya, il y a des marionnettes en Afrique, il y a des marionnettes en Asie, il y a des marionnettes dans toutes les cultures. On en a toujours trouvé. Du coup, on a dans le bassin méditerranéen, on a une déclinaison-variation autour du personnage de Pulcinella qui a pris plein de formes, mais à chaque fois, c'est des versions différentes du même personnage, qui est la marionnette à gaine, mais qui, par exemple, en Turquie, va devenir Karagöz, et c'est un théâtre d'ombre, parce que dans la culture musulmane, on ne représente pas les corps. Mais on peut représenter Karagöz. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on se dit, non, si on ne représente pas un corps, alors on ne représente pas des marionnettes. Eh bien si, parce que comme c'était de la peau trouée, et que a priori, un être humain ne peut pas avoir des trous dans son corps, en fait, on n'a pas trouvé comment contredire le fait que ce n'était pas un vrai corps. Que ce n'était pas une représentation d'un corps qui était réaliste, parce qu'on ne pouvait pas y croire à cause des trous, par exemple. Et donc, on peut faire du théâtre de marionnettes aussi dans une culture qui, a priori, avait complètement refusé la représentation du corps. Donc, c'est intéressant aussi. Donc, on a la gaine, l'ombre, avec plein de sortes d'ombres, des ombres en 3 dimensions, des ombres en 2 dimensions, des ombres en couleur, des ombres animées, des ombres qu'on tourne. Voilà. On va avoir tout ce qui est tringles, fils, etc. Et effectivement, il y a eu à un moment donné une distinction entre ce qui vient du sol et ce qui vient de l'air, qui correspond aussi à un code hyper ancien, hein, qui est que ce qui vient de sous la terre, c'est le mal, et ce qui vient du ciel, c'est le bien. D'accord. Donc du coup, à un moment donné, on laisse au peuple tous ces trucs terreux, là, un peu crado, qui peuvent venir de la terre. Puis nous, on garde les mondes des idées, toutes ces belles choses qui viennent du ciel, quoi. Levé de rideau est l'émission qui explore le théâtre. Aujourd'hui, nous parlons du théâtre de marionnettes avec Emmanuelle Ebeljost, passionnée des arts de la marionnette et chercheuse et enseignante dans ce domaine. Artiste, comédien, metteur en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. En quoi ont consisté vos recherches sur la marionnette ? Donc, vous nous en avez déjà un peu parlé, c'était de voir différentes formes qui existent et ce qu'elles ont à raconter, c'est bien ça ? C'est ça. C'était de voir toute la diversité de représentations qui existait sur la scène marionnettique et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça nous raconte à nous, spectateurs. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le corps ? Qu'est-ce que ça nous raconte sur le monde ? Qu'est-ce que ça nous raconte sur les rapports de force ? Parce que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est aussi très politique, la marionnette. Hein. C'est que finalement, c'est des corps qu'on manipule et puis à qui on impose une volonté. Et qui parfois vont contourner la volonté qu'on cherche à leur imposer, etc. Et du coup, ça m'intéressait d'essayer de comprendre pourquoi d'un coup il y a plein de marionnettes. Pourquoi les artistes se tournent vers ça, alors qu'a priori, un spectacle de marionnettes, c'est moins bien payé que n'importe quel autre spectacle. Hein. Quand vous êtes comédien, vous le savez. C'est-à-dire que globalement, les budgets des spectacles de marionnettes, il est bien moindre que des budgets d'opéra. Voilà. Donc, si vous êtes créateur, vous voulez faire un truc où vous avez beaucoup de budget, vous n'allez pas commencer par faire de la marionnette. A priori. Voilà, après, aujourd'hui, ça peut changer, hein, mais quand même, c'était pas le point de départ.
Donc pourquoi d'un coup tout le monde s'intéresse, autant de gens intéressants s'intéressent à ça surtout, et qu'est-ce qu'ils y trouvent qu'ils ne trouvent pas ailleurs, sachant qu'il n'y avait pas comme ça d'approche qui permettait de le comprendre. Et donc c'était une recherche assez exploratoire, parce qu'il y avait assez peu de recherches sur les arts de la marionnette à cette époque-là, quand j'ai commencé. Et on s'est rendu compte qu'on était 3, 4, 5 chercheuses, surtout des filles d'ailleurs, à avoir la même intuition au même moment. Et souvent, ça veut aussi dire qu'il y a effectivement une émergence de quelque chose qu'il est intéressant d'aller comprendre. Donc on avait aussi travaillé de manière un petit peu collaborative vers la fin de mes travaux de recherche, en se disant, tiens, pourquoi tu t'es intéressée à la marionnette, qu'est-ce que tu as... Voilà, pour partager un peu ces connaissances-là, puisqu'il y avait peu de chercheurs installés dans le monde de la recherche qui étaient spécialisés dans les arts de la marionnette. Comment un comédien doit-il s'y prendre pour nous faire croire que la marionnette prend vie ? Qu'est-ce qu'il fait pour y arriver ? Eh bien, il doit renoncer à jouer. En tant que comédien, c'est super dur. D'accord. Il doit projeter son corps dans ce corps marionnettique, mais aussi prendre en compte que ce corps marionnettique ne peut pas du tout avoir les mêmes façons de réagir, etc. Et c'est un peu comme d'ailleurs le masque. Je ne sais pas si vous avez aussi parmi vos auditeurs, il y a des gens qui font du théâtre de masque. Dans le théâtre de masque, on s'enlève, je pense 80% de son potentiel expressif parce qu'on enlève le visage. Et en général, quand on a envie de faire croire quelque chose à quelqu'un, le visage, c'est notre premier outil. La langue et le visage ensuite. Et, voilà. Et là, on n'a pas le visage, parce que le visage, il n'est pas mobile, il ne peut pas avoir des expressions. Et tout cet interpersonnel qui, en plus, est devenu hyper psychologisant, hyper fort et hyper souligné par le monde du cinéma, qui fait du gros plan à fond sur la moindre petite larme qui pourrait couler, etc. Tout ça, on n'a pas. Donc, on est obligé de penser le corps dans son ensemble et comment ce corps-là, il vit cette situation-là. Et est-ce que ce corps, il est à l'aise ? Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'on peut transcrire ça quand on a finalement peu de points de mobilité ? Puisque la marionnette ne peut pas bouger 1000 choses. Et si on voulait que ce soit réaliste et qu'il y avait énormément de possibilités d'articulation, en fait, on n'y arriverait jamais. Donc, il faut peu d'articulation et beaucoup de travail sur, finalement, la respiration. Comment ce corps-là, il respire ? Quel silence, quel temps, voilà. Et finalement, il y a beaucoup de mauvaises manipulations en marionnette. Des fois, c'est même fait exprès, parce que d'un coup, ça casse le réalisme. Et comme la marionnette n'a pas vocation à être réaliste, pas toujours en tout cas, il y en a quelques-uns qui cherchent à faire ça, mais c'est peu fréquent. D'un coup, le fait de laisser retomber un bras comme un objet mort, ça nous rappelle qu'on n'est pas face à quelque chose de réel. Et donc, quand on fait la marionnette, on est obligé d'investir le regard du spectateur. C'est-à-dire, quelle est la partie du regard du spectateur qui va construire ce qu'on est en train de faire. Donc, je ne peux jouer que, en tant que marionnettiste, manipulateur, je ne peux jouer que la moitié de ce qui va se raconter. Et le spectateur, il va avoir un espace vide, puisque c'est plus difficile pour un spectateur d'investir le corps de quelqu'un qui a une vraie vie derrière, qui à la fin vient vous saluer, vous regarde, etc., que d'investir un corps qui de toute façon est mort. Donc, de toute façon, ce corps-là, il n'a pas d'avant, il n'a pas d'après, il est pur présent. Un peu comme le clown d'ailleurs. Le clown, le masque, on va retrouver un peu ce potentiel-là dans le clown et le masque, qui sont tous des arts mineurs, vous noterez. Et donc, où finalement, il y a ce vide. Et il y a cette nécessité de croire que le spectateur va amener sa part de construction du sens. Et on ne sait pas ce que c'est et on ne le maîtrise pas. Et ça fait partie du jeu. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait. Emmanuel et Beljos nous éclairent sur le théâtre de marionnettes, aujourd'hui dans Lever de rideau. Je vais à présent laisser la parole à Manon qui va nous raconter une petite histoire. Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Les yeux fermés, le corps encore engourdi, allongé sur un sol trop froid. Je pense aux lumières, au son et à la poésie de sa peau qui me frôle, me touche et qui autrefois sut me donner vie. Allongé là, depuis longtemps déjà, la lumière se fait rare ces derniers temps. Il fut une époque où il faisait jour tout le temps. Il fut une époque où je ne connus que peu la nuit. Fort heureusement, le bois dont je suis fait
n'a pas besoin de sommeil. Puis un jour, la nuit, le froid, ont commencé à grignoter ma chair, faisant pâlir mon âme d'un sentiment triste et pluvieux. Je ne sais pas parler, je n'ai pas le langage. Sans elle, je n'ai pas le corps, mais j'ai la pensée. Et mon corps robuste et si fragile à la fois avait appris à penser, grâce à ses mains, grâce à sa voix. Mais elle n'a jamais su que ces jours de veille et de lumières infinies m'ont appris à être. Et alors ce corps de bois dont je suis faite s'est mis à penser et à grandir, grandir, et encore grandir. Je n'ai pas besoin de sommeil, je n'ai pas besoin d'eau, je n'ai pas besoin de nourriture. Je ne crois n'avoir besoin de rien. Et pourtant j'ai souvent senti en moi une pulsion folle d'oser dire. Je pense, je crois, j'existe. Si seulement j'avais osé, ne serait-ce qu'une fois, déployer mon corps de moi-même pour oser lui dire merci. Que sur ce plateau, j'existe avec et grâce à elle. Sans crier gare, l'humanité s'était éveillée en moi, dans le silence et le secret le plus total. Malgré cette envie, je n'ai jamais rien dit, jamais rien fait. Pourtant, je ne suis pas seule. J'en ai rencontré d'autres, des comme moi. Des comme moi, il y en a des milliers qui naissent chaque jour d'une pensée, d'un rêve audacieux d'enfant, d'adulte à retardement. Mes semblables existent, et nous n'avons encore jamais su dire « j'existe ». Alors nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Exister au-delà de notre propre créateur nous conférerait une place dans l'existence qui n'était pas prévue. Il se pourrait que je sois un accident, que nous soyons tous un accident. Et cet accident se produit tous les jours sous forme de corps mouvants, de corps dansant au fil d'une pensée vaporeuse. Personnelle et incommunicable, la révéler au monde humain serait un choc terrible pour leur cœur si fragile. Alors ma petite voix, notre petite voix, restera allongée encore longtemps, sur un sol trop froid, pour s'émietter dans le silence d'une pensée qui n'aurait jamais dû naître. Merci Manon, c'est donc ce que t'a inspiré la marionnette ? Oui, je me suis dit, si j'étais une marionnette maintenant et que je pensais, qu'est-ce que je ressentirais si on me rangeait d'un seul coup ? Qu'est-ce qui se passerait une fois que je sors du plateau ? Que j'existe plus ? Si j'existais plus, qu'est-ce qui se passerait dans mon corps ? Et surtout, si j'étais une marionnette et que je pensais, est-ce que j'oserais dire que j'existe ? Très intéressant. Emmanuel, vous avez une réaction au texte de Manon ? Il y a un rapport particulier avec des marionnettistes avec leurs marionnettes. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on les voit les ranger, ils les rangent voilà, comme des interlocuteurs. Et en même temps, ils peuvent les pousser d'un coup de pied. Voilà. Et c'est très étrange ce rapport. Parce que la marionnette, elle existe dans le regard de celui qui la regarde. Et si à un moment donné, on cache son visage, on cache son corps, ça reste un pur objet. Et sans aucun contenu. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir, quand on a travaillé sur le portail des arts de la marionnette, les marionnettistes, ils se posaient la question, mais qu'est-ce que le musée va faire avec nos marionnettes ? Parce que c'est juste des objets, quoi. Ça n'a pas de valeur. Voilà. Ils disaient, mais là, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais avec ma boule de mousse rouge avec laquelle j'ai fait tout un spectacle ? En fait, c'est juste une boule de mousse rouge, mais dans le spectacle, c'était plein de choses. Et il y a des spectacles très étonnants qui ont été faits où ce rapport, il est désacralisé un peu. Et où, par exemple, il y a un ubu-roi qui était connu, par exemple, en légumes, où un ubu, pendant tout le spectacle, il tue tout le monde. Hein. Ça, c'est le principe de ubu-roi. Et donc, à chaque fois, c'était des légumes. Et donc, il coupait les légumes. Et puis, ça rentrait dans une marmite. Puis, au fur et à mesure, ça cuisait. Et à la fin, tout le monde buvait la soupe de tous les gens qui avaient été tués par Ubu. Voilà. Et du coup, c'était aussi assez drôle de jouer avec ça. De jouer avec... Puis, quand on buvait la soupe, on se posait quand même un peu... voilà. On mangeait aussi un peu les personnages. Mais c'était des personnages tellement désincarnés, tellement peu construits, que c'était pas si grave que ça, quoi. Voilà. Donc, on a aussi un intérêt. La marionnette, elle joue aussi beaucoup dans le théâtre contemporain avec ces personnages qui sont des personnages... dans la recherche, il y a une chercheuse qui parle de personnages silhouettés, c'est-à-dire qu'on leur donne presque rien comme existence. On leur donne juste une apparence à un instant et on ne sait pas si on doit les croire ou pas, on ne sait pas s'ils sont entiers ou pas. C'est des personnages qui ont presque plus rien.
Et pourtant, ils ont ce toute petite once d'humanité qui fait qu'on y tient quand même, comme chez Beckett, par exemple, où en fait, ils sont absolument sans intérêt, mais ils existent. Et tenir à cette petite parcelle d'humanité, c'est ce qui a permis à Beckett de surmonter la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, pas vraiment la surmonter, parce que c'est quand même pas bien fini pour lui. Il était un peu trop désespéré. Mais voilà, il y a ce côté, finalement... Au 19e, on psychologisait à fond les personnages et on en faisait des fresques. On savait ce qu'ils avaient vécu à 2 ans, à 3 ans, etc. Et puis, on essayait d'imaginer ce qu'ils pouvaient penser dans leur plus profond intérieur, etc. Puis, au 20e, 21e siècle, on a commencé à avoir des personnages où on est complètement perdu. On ne sait plus ce qu'ils pensent, on ne sait plus ce qu'ils font. On n'arrive pas à s'assimiler à eux, on ne s'identifie pas. Mais on pense... Qu'est-ce que c'est que l'humanité à travers ces personnages? Et c'est en ça que la marionnette contemporaine a fait beaucoup écho à la dramaturgie contemporaine. Emmanuel, une dernière question dont la réponse pourrait être très utile à nos auditeurs. Est-ce que vous auriez un spectacle qui a lieu dans les prochains temps à leur conseiller pour aller découvrir la marionnette? Un spectacle TJP, il va y avoir les giboulées de la marionnette cette année. Et je pense que c'est le meilleur endroit parce qu'en fait, il y a à la fois... Donc ça, c'est toujours... au mois de mars, au Théâtre Jeune Public. Voilà, au TJP. Et où on a comme ça un panorama de ce que propose la marionnette dans la diversité de ce que ça propose. Parce que vous allez voir... En fait, on ne peut pas avoir un spectacle de marionnette et se dire c'est bon... j'ai fait mon boulot, je suis allée voir un spectacle de marionnettes, j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà. En fait, ça peut pas marcher comme ça parce que c'est devenu tellement vaste, le monde de la marionnette, que vous allez pouvoir voir des choses, par exemple, sans aucune manipulation, avec juste des objets posés, et puis on va vous dire c'est de la marionnette aussi, et c'est vrai. Et parfois, ça vous remuera profondément et ce sera formidable. Et parfois, vous vous direz, mais non, mais c'est très statique quand même comme truc. Voilà. Et d'autres fois, vous allez voir des trucs très, très proches du traditionnel qui vont presque même encore utiliser de la gaine, pur jus, etc. Donc, c'est très divers ce qu'on peut voir avec la marionnette. Du coup, je voudrais pas... je pourrais pas vous recommander un spectacle en vous disant ça, c'est le spectacle qu'il faut voir pour comprendre la marionnette, parce qu'il faut en voir... Je dirais, allez à un festival et voyez-en au moins 3-4 avant de vous forger votre représentation. Donc les giboulées permettent d'en découvrir d'en palette. permettre. Et puis des choses très différentes aussi, de l'international un peu, enfin voilà, d'avoir comme ça une vision de ce qui se fait en marionnette aujourd'hui. Merci Emmanuelle et Bellejosse d'avoir été avec nous pour parler des marionnettes. Donc on le rappelle, vous êtes enseignante et chercheuse, passionnée des arts de la marionnette et on l'a entendu, vous avez tant de choses à nous raconter là-dessus. Merci de nous avoir apporté votre expérience. La semaine prochaine, nous parlerons ensemble de la tradition du cabaret en Alsace. Pour nous éclairer sur cette thématique, nous aurons le plaisir de recevoir le comédien Guy Risse, qui joue notamment à la choucrouterie. On aura aussi le plaisir de recevoir Pascal Franck et Georges Gully, respectivement président et directeur du Cabaret Netz. Bonne journée à tous et comme disait Zola, le théâtre n'existe pas. Il y a 2 théâtres, des théâtres et je cherche le mien. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles.